On y vient, ça y est, enfin, après des vidéos d'analyse sur Chad, Uryu et Renji, tous les trois des membres éminents de la saga et qui constituent des figures inhérentes à la Big Team, terme déployé pour désigner les personnages principaux de cette histoire et qui sont intimement rattachés à notre héros international Ichigo Kurosaki. Le temps était donc venu de traiter finalement le personnage d'Inoue qui, en dépit de ce qu'elle a pu apporter en bien ou en mal à l'intrigue, c'est un personnage qui ne me plaît ni déplaît particulièrement. Je vais être donc assez neutre quant à sa position dans l'œuvre, adulé par certains comme étant la waifu de premier choix pour le héros de cette aventure, humilié, risé et hué par une autre partie de la fanbase. Aujourd'hui, je vais vous proposer ma vision totalement impartial sur le personnage d'Orihime et dans cette vidéo, des vérités vont être dites. Et je pense que votre opinion sur le personnage après le visionnage de ce travail d'analyse sur Inoue, comme ça l'a fait pour moi, changera radicalement pour vous aussi. Ma vision sur le couple Ichi-Ori, la relation Ichi-Rukia, même ma vision de la femme, tout ça, ça a changé grâce au travail d'analyse que j'ai pu faire sur Inoue. Mais l'aspect de couple, on en reparlera si vous le voulez bien en fin de vidéo. Ici, comme pour la vidéo sur Sado, on va dans un premier temps traiter les points positifs du personnage et à la surprise de certains, il y en a un petit paquet. Dans un second temps, ces points négatifs, là sans grande surprise il y en a aussi, mais pas uniquement ceux que vous pouvez croire. Et enfin, la notion de couple Ichigo-Inoue et ma petite conclusion finale sur la princesse et pourquoi, selon moi, cela ne pouvait être qu'elle qui pouvait finir avec notre fraise préférée. Et enfin, avant de vraiment commencer, comme pour Chad, Renji et Ishida, j'ai mis beaucoup d'âme et d'énergie dans cette vidéo, vous le voyez à la longueur. Et j'ai pris de mes expériences personnelles pour traiter du cas d'Inoue, et comme j'aimerais le faire avec le personnage de Tozen, j'aimerais vraiment que la vision globale d'Inoue change au moins d'un point de vue de la communauté francophone. Un partage plus un commentaire, c'est vraiment le strict minimum que vous pouvez faire pour m'aider et me donner votre ressenti sur la vidéo, du personnage et de tout ce que je vais pouvoir dire ici. Ça serait vraiment énorme les Nakama. Sur ce, on y va enfin. Bon visionnage à tous les Nakama. Inoue est un personnage qui mérite un haut taux d'estime à votre égard pour ce qu'elle a pu endurer et subir sans jamais broncher, perdre espoir. Sa liaison avec Sora Inoue, son grand frère pour commencer. Sora qui, âgé de 18 ans, s'est chargé personnellement de l'éducation de sa petite sœur, issue d'une mère travaillant dans l'univers de l'érotisme et d'un père ne disposant d'aucune qualification pour s'occuper convenablement de ses propres enfants, c'est Sora qui tentera de jouer le rôle de parent protecteur afin de s'assurer que sa petite sœur adorée ne manque de rien. Mais cette relation fraternelle ne dura qu'un temps lorsque, accident de la route, Sora perdit la vie et laissa à nouveau Inoue livrée à elle-même et sans repère dans un monde hostile en perpétuelle évolution. Cette séquence est touchante puisque même pas âgé de plus de 15 années, Inoue a dû survivre sans amour parental lors d'une période où normalement un enfant doit être épaulé, orienté, cajolé pour franchir sereinement ce passage de la vie qu'on appelle l'adolescence pour enchaîner à la vie d'adulte. La voit-on se plaindre, ressasser sans cesse le passé sur son histoire, les traumatismes profonds qu'elle a pu ressentir lors de ces étapes douloureuses de sa vie? Non, jamais. Et lorsqu'elle a fait un hug à Sora pour dissiper toute la tristesse et jalousie qu'il avait accumulée jusque-là, je peux dire en toute objectivité que la vraie mort de Sora, avec le recul et en réanalysant cette scène, est aussi puissante et marquante que la mort d'Ulquiorra, autant vis-à-vis d'Inoue que pour ma part. En lui léguant ces deux petites barrettes, Sora vivra à jamais dans le cœur d'Inoue et au final, une personne finit par mourir uniquement lorsqu'elle disparaît du cœur et de la mémoire des gens. Du coup, Sora est toujours présent parmi nous et c'est certainement cette scène et ce traumatisme partagé qu'a vécu également Ichigo avec Grand Fisher qui a pu rapprocher indirectement la fraise de sa princesse délicate. Là, je vous ai cité l'essence même du personnage et sans conteste mon moment favori de cette dernière, mais si t'ajoutes à cela les événements bouleversants qu'elle a pu endurer dans la saga, ces derniers sont nombreux. Elle a dû assister plus d'une fois à de potentielles morts de ses proches contre des holos ou des adversaires encore plus redoutables, se battre contre un adversaire lâche, dégueulasse, mesurant aisément plus de 2 mètres,
s'est fait kidnapper, maltraiter, torturer par des vieilles meufs, a dû passer pour une traître du point de vue de Soul Society, a essuyé de multiples humiliations, a dû supporter des caractères infâmes, écœurants, lorsqu'on voit comment Ulquiorra lui adressait la parole, ou même des espadas comme Noithora ou Grimjaw, qui n'étaient pas du tout tendres avec elle. Il n'y a que Stark qui a eu un minimum de courtoisie lorsqu'il l'a kidnappé, mais sinon, tout l'arc à Rancard, c'est enchaînement sur enchaînement de moments dramatiques pour la princesse Orihime. L'arc Fullbring, même rengaine avec le personnage de Tsukishima, première cible à être entrée dans la sauce du Book of the End, c'est ici l'une des pires sensations qu'un être humain peut ressentir et l'une des amorces phares de la dépression. Ne plus savoir lorsqu'il faut continuer ou alors abandonner. Et lorsqu'elle a dû choisir entre son amour pour Ichigo et le fait d'aider cette fraude de Tsukishima se faisant passer pour ce qu'il n'est pas, pour un individu qu'il n'a jamais été, heureusement Urahara était là pour sauver le coup, sinon leur cerveau aurait surchargé et qui sait ce qu'il serait advenu des boucliers d'Ichigo. Arc guerre sanglante, ça va, ce n'est pas là où elle a le plus souffert mentalement. Un léger trauma qu'elle a ressenti en ayant vu la nouvelle forme Horn of Salvation de Kurosaki pouvant lui faire remémorer la séquence avec Sora, mais sinon rien de bien dramatique. Et au-delà de sa grande maturité et de sa force exemplaire qui lui ont permis de survivre dans la vie, l'aspect chez elle qui est beaucoup moins présent, perceptible que chez Rukia, est son côté féminin. Quand elle boude lorsque Ichigo n'a pas insisté pour la raccompagner chez elle, a une mauvaise mine quand Kurosaki n'est pas présent en cours, sa jalousie récurrente envers Kuchiki qui nous a permis à tout bon fan du sexe opposé d'apprécier comme Kon, pourrait l'appeler le jardin des interdits, et son aveu de vouloir ressembler à Rukia pour tenter de réconforter son futur mâle, on a là je pense l'une des meilleures scènes féminines du manga avec la grande sœur Matsumoto qui a parfaitement rempli son taf ici. Il y a d'autres scènes où l'on peut ressentir l'aversion d'Hime envers Rukia et sa crainte quant à la relation Ichi-Ruki. Au lycée Karakura, ça la démangeait de voir Ichigo avec la Shinigami ou encore la joie qu'elle a éprouvée lorsque Uryu avait cousu une lingerie sur mesure pour Rukia. Inoue s'est saucée toute seule ici en supposant le ship Ishida-Rukia. Vous avez vu comment l'amour peut rendre zinzin, et quand elle apprend que Rukia, elle squatte H24 chez Ichigo, ce bobal alpha d'1m75, tu m'étonnes qu'Inoue elle a le démon envers Rukia avec tout ça. Que tu sois un mec ou une nana, qui n'a jamais été vert lorsqu'un concurrent vient parler à ta dulcinée devant toi, à être en PLS parce qu'il ou elle prend trop de temps à répondre à tes messages, que le premier individu à n'avoir jamais perdu la raison à cause de cette sombre chose qu'on appelle l'amour, lui jette le premier écureuil. Et voilà, on a fini ici, je pense, avec cette notion d'amour et de romantisme. On y reviendra vite fait en fin de vidéo, mais s'il vous plaît, la petite, elle n'a jamais eu l'amour de ses parents, elle s'est fait hagra comme pas possible, étant môme à cause de ses cheveux, et elle retrouve un peu d'espoir, l'espoir d'un jour vivre heureuse avec son potentiel futur mari, et on la martèle pour quelques Kurosaki-kun. Franchement oui, son côté maladroit, passionné et parfois un peu trop étouffant, redondant, mais qui n'a jamais fait des choses totalement débiles, insensées par amour franchement. Bon, j'ai enfin fini là-dessus, mais comprenez bien que l'amour est incertain, confus, n'est pas une science exacte, et qu'il peut apparaître merveilleusement dans ta vie, mais aussi disparaître sans crier gare un autre jour. En bref, de l'indulgence pour Mademoiselle Orihime. Et petit bonus sur sa psyché, Inoue est extrêmement intelligente. La petite arrive 3e de son lycée au classement des élèves de seconde, au premier semestre. Donc oui, sur les Kurosaki-kun, elle est redondante, mais cérébralement, il y en a dedans. Donc toujours dissocier le cérébral de l'amour passionnel quand on parle d'intelligence pure. Si la psyché et le caractère fort d'Inoue ont permis à cette jante demoiselle de surmonter multiples épreuves au sein de la saga, sa plus grande qualité est, je pense, de soutenir et de protéger, que ce soit au sens propre ou figuré, alliés comme ennemis. C'est une faculté propre à tout bon héros de shonen que de tendre sa main à celui qui a besoin de se relever, même s'il s'agit de ton pire ennemi. Et cette bonté de cœur et cette aversion pour les combats et la douleur, elle nous l'a démontré plus d'une fois dans l'histoire.
au bord des larmes lorsqu'elle a été impuissante face à la folie destructrice qu'a exercé Mayuri sur ses propres soldats, n'a pas hésité à se prosterner une seule seconde face à Tsukishima pour protéger Shishigawara. Le plus notable restera les soins qu'elle a administrés à Loli après s'être fait démonter par Yami. Ici, sa grande générosité peut faire débat quant à cette scène, mais ce qu'il faut retenir, c'est que derrière les gros ballons d'Inoue se cache un cœur d'une pureté inouïe. Et que même si elle a déjà ressenti des sentiments noirs, la jalousie comme on a pu le voir précédemment, tout le reste chez elle c'est que du bon, et c'est ça qui est remarquable, pour toutes les dingueries que la B-Team a pu endurer dans la saga. Le côté grande sœur, on a pu l'observer à 2 reprises. Première fois quand Inoue protégera Tatsuki du holo chandelier à Karakura. Tatsuki, ce petit bout de femme qui a toujours pris soin de Hime, la réconforter, lui a permis de lui donner de l'assurance et accessoirement sa superbe chevelure orangée qui ont causé tellement de soucis au niveau de sa scolarité. Tatsuki a en gros repris le rôle de grand frère d'Orihime une fois que Sora fut décédée. Et c'est lorsqu'elle a failli perdre ce qu'elle avait de plus précieux que son Fullbring s'activera enfin et qu'elle pourra terrasser le holo maléfique. Le personnage d'Inoue ne dispose pas autant de scènes masterclass que Rukia ou Kurosaki, mais quand elle en a, elles sont là et c'est fort appréciable. C'est ici que Hime adoptera enfin son rôle de sœur protectrice envers Tatsuki et qu'elle sortira enfin de l'ombre. Bon, la deuxième avec Riruka est plus anecdotique puisqu'en vrai, les scènes qu'elles ont partagées ensemble sont assez courtes compte tenu de la durée de l'arc Fullbring, mais lorsque Hime révèle son passé torturé à Riruka, lorsqu'elle décèle sous ses airs de demoiselle capricieuse le fond attentionné que disposait la jeune Fullbringeuse, c'est là qu'elle a pu se prendre d'affection pour Hime et a pu la voir comme une sorte de grande sœur spirituelle. Ça aurait vraiment été cool, une scène où l'on verrait Riruka se confier à Orihime sur le traumatisme qu'elle a pu endurer de la perte de ses parents, de ses proches, quand on voit comment le studio Pierrot a rallongé la scène du combat final Ichigo Ginjo, ça aurait très bien pu se faire ici également, pour montrer qu'Inoue peut soutenir elle aussi, à son tour, les gens qui lui sont chers, et la cover du chapitre 451 illustre à merveille la situation complice que les deux filles ont pu avoir dans cet arc. Ici, ça sera plus court, mais je me dois de faire l'éloge des capacités curatives et défensives d'Hime qui, repoussant les lois de la physique et de la matière, a pu faire l'objet de convoitises de certains antagonistes. Mayuri fut le premier individu à s'intéresser avidement aux capacités d'Orihime. Son bouclier protecteur constitue une barrière défensive redoutable dans n'importe quelle situation. Et lorsque l'antagoniste de cœur de la saga définit les pouvoirs de la princesse comme relatant du divin, ça met logiquement tout le monde d'accord. Elle nie les effets d'un événement passé, remet à l'état d'origine toute matière, objet, chose qu'elle désire, et il s'agit là d'un stade avancé d'une simple régénération. La scène avec Aizen est sans doute la plus retenue, certainement grâce à la carrure divine qu'il a additionnée au pouvoir d'Orihime, mais ça, c'est inhérent à n'importe quel Fullbringer, vous le comprendrez en lisant les romans Kenfer New World. D'autres faits notables, lorsque Iemura, à la fin de l'arc Soul Society, admire les capacités exceptionnelles d'Orihime pendant les soins qu'elle a pu apporter au Shinigami blessé à la colline du Sogyoku, Ashigen qui sera stupéfait de voir quelqu'un pénétrer sa barrière Ashigyo-Sogai, qui est normalement indétectable pour le commun des êtres spirituels. Son pouvoir est similaire à celui du Vizard, et dans tout ce qui est énergie spirituelle, Inoue a un talent latent en elle. Et on remarquera lors de l'apprentissage de la maîtrise de la sphère spirituelle, elle sera la meilleure en ce qu'il s'agira de donner une constitution harmonieuse à sa sphère d'énergie. Enfin, pour finir là-dessus, Inoue constitue un excellent atout en combat d'équipe. Ichigo lui dira merci pour les travaux face à Yua et Tsukishima l'a bien compris avec Book of the End. Son aspect offensif avec Tsubaki, on va un peu l'éclipser puisqu'il est moyennement adapté au personnage ou peut-être mal exploité. Et pour finir sur les bons points d'Orihime, ça aurait été long mais la capacité humoristique du personnage qui m'aura comblé dans la saga. Je remets ça ici. C'est pas littéraire, Stéphanie Sang. Arrêtez tout. Comment fait-elle ça avec ses yeux? Ces démons, ils sont en forme de 3. Oui, tu contrôles de mieux en mieux ton visage, Orihime. Et c'est grâce à elle que j'ai pu découvrir Lieven Polka. Bref, grand merci Orihime. Bon, je vais essayer d'être plus bref sur l'aspect négatif d'Orihime, et ça sera pas compliqué puisque les gens lui reprochent tout le temps
Ah ouais, même dans ma vidéo, elle n'a pas pu s'en empêcher. Bref, ici, on va traiter les points noirs qui lui ont été souvent reprochés et ceux dont, étrangement, on parle peut-être beaucoup moins. Bon, on va commenter avec le côté lassant et avec cette notion, on va bien sûr la couper. Ah, elle me laissera jamais finir mes phrases, celle-là. Une personne s'est amusée à calculer le nombre de Kurosaki-kun générés depuis le début de l'anime. Et comme vous pouvez le voir, ils sont très conséquents. Le fait est que Bleach est un manga shonen baston pur jus. Et qu'entre ceux qui veulent que de la baston, ceux qui veulent s'enjailler sur les OST, ceux qui veulent que voir Aizen, c'est une œuvre qui finalement laisse peu de place pour la romance, comme l'auteur pourrait le dire lui-même lors d'une interview. Et quand t'es en plein fight, Ichigo Grimmjow et Kinoue te sort le combo pleurs plus Kurosaki-kun, l'aspect ultra fragile émotionnellement de la princesse pourra en rébuter plus d'un. Même si ses pleurs et ses encouragements sont nécessaires et vitaux pour la progression et l'acheminement de la fraise, quand Rukia fout une grosse tarte, un gros kick à Ichigo en plus d'être hilarant, t'es content de voir la fermeté et le franc-parler de Kuchiki dans ces situations, surtout de la part d'une femme. Inoue, elle rêvasse, elle bégaye quand son homme a besoin d'elle, et même si je peux comprendre totalement ses démons intérieurs qui la poussent à agir un peu comme ça, je comprends également de l'autre côté que certains puissent s'en battre royalement les couilles et ne veulent que voir du sang à l'œuvre. À la base, Shonen, c'est un manga, un pur truc de mec. Donc même si l'amour touche évidemment les deux sexes, voilà. Maladroit, puisque ce serait surtout dans la manière d'illustrer le personnage aux yeux du lecteur, selon moi, et je m'explique. Déjà que l'aspect niais du personnage peut en gêner plus d'un, si en plus de ça, tous les discanes tu dois te coltiner des torrents de larmes à n'en plus finir, ça en finit par être lassant. Et on aura du mal à avoir de l'empathie pour elle, puisqu'au final, elle ne sait faire que ça. Rukia, un personnage qui en aura autant bavé qu'elle, les rares fois où on la voit pleurer, c'est fait de manière discrète, modérée, contrôlée ou rangiku pour changer. Un personnage que je n'apprécie pas particulièrement non plus, mais lorsqu'elle a pleuré pour Gin et le simple fait de la voir inquiète, c'est tellement précieux ce genre de scène, je ne savais même pas qu'une femme forte comme elle pouvait s'adonner à de tels tourments, elle qui semble pourtant si détachée des hommes. Il y a une forme de pudeur à adopter pour les pleurs, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est comme si tu te mettais à nu face aux autres de pleurer aux yeux de tous. Et même si c'est une manière d'exprimer la douleur différemment, qu'on n'a pas tous la même tolérance, résistance face à ça, Kubo Sensei aurait pu essayer, je pense, de rendre l'aspect fragile, délicat d'Inoue un peu moins oppressant dans le scénario, en peut-être cachant son visage sur certaines planches ou que sais-je. Alors ici, c'est la partie qui est la plus considérable en termes d'aspect négatif, où Kubo Sensei a un peu mal géré son personnage. L'exploitation d'Orihime au sein de la saga. Bon, l'arc substitute et Soul Society, on va dire que c'est le début donc au KLM, mais à l'arc à rencard, il y a au moins un ensemble de 4 personnages qui auraient pu lui prêter main forte et l'aider à progresser. Entre Ashigen qui lui vante ses pouvoirs, Unohana, même Rangen, qui est stupéfait de voir ses capacités prodigieuses dont elle dispose, on la voit s'entraîner à Soul Society avec Rukia après le sermon que Urahara lui avait infligé. Yoruichi, qui l'avait déjà aidé auparavant, aurait pu user de la touche Girl Power pour donner plus de prestige à la femme du héros. Mais non. Quand faut s'extasier et baver sur les pouvoirs et les formes généreuses d'Orihime, il y a du monde, mais quand faut l'aider à progresser, il n'y a plus personne. Chad, qui a éveillé son bras gauche du diable, Ichigo maîtrisant couramment sa holomorphose et est plus véloce et déterminé que jamais. Uryu, lui, qui repart de zéro, adopte un nouveau style et se montre comme un élément indispensable dans cet arc. Je sais qu'Orihime à l'arc à rencard était la personne à sauver et que vu l'endroit où elle était logée et le traitement qu'on lui réservait, c'était dur d'acquérir de nouvelles facultés, mais c'est un peu relou quand même. Arc Fullbring, elle a eu un petit power-up des Katsuie avec la fonctionnalité de rediriger, retransmettre les attaques à celui qui percute le bouclier, mais de là à l'arc final, rien. Bon, t'as les malins qui vont dire ouais, mais elle a arrêté le bouclier de Yua, elle est indispensable, gna gna. Alors t'as Renji et Rukia qui ont des power-up du turfu,
humilient de manière affolante leurs adversaires. Uryu, qui a un nouveau Shrift et un niveau de puissance largement égalable à celui de la Shustafel. Ichigo, nouvelle forme, nouvelles épées, nouvelles attaques, nouvelles transformations. Ça fait beaucoup là, non? Orihime, réduite à utiliser un bouclier du tome 5 au tome 74. Elle a 6 Shikifren avec elle. Moi je voulais vraiment, vers la fin de l'œuvre, que chaque pétale de son Fullbring dispose d'une caractéristique précise au combat final. Le gros là, il aurait pu accroître la défense de tous les alliés dans un temps donné. Le violet, entraver et brider les techniques de l'adversaire pour le déstabiliser en plein combat. Celle avec les lunettes, ralentir le temps, je sais pas moi, mais je voulais juste vraiment un truc de dingue pour me dire « Ah, voilà pourquoi Aizen était saucé par le passé. Voilà pourquoi Ichigo l'a amené avec elle face au personnage le plus dangereux de tout Bleach. Voilà de quoi est capable un descendant Fullbring du roi des esprits, avec un entraînement poussé au maximum. » Et non, rien de tout ça, bouclier des trois cieux jusqu'à la fin de la série qui n'aura servi au final à rien face au cheat code que peut constituer Yuan. Et même les capacités propres au Fullbringer que Sado et elle n'exploitent même pas, je vais m'arrêter là. Et enfin pour finir sur cette sous-partie, le Je vais détruire le Hogyoku, au chapitre 249. Nique ta mère. Nani? Starfula. Moi, je quitte cet endroit. Je vous invite pour commencer à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de mettre en commentaire le plus gros douilleur de Bleach avec Alibel qui va anéantir Yamamoto, Iori qui veut coucher Aizen, Candice qui veut terrasser Ichigo et maintenant Orihime qui à elle seule va détruire le Hogyoku. Les jeux sont faits, c'est maintenant à vous. Bon, pour ce dernier point qui va être plus concis, pour terminer sur cette analyse du personnage, la notion de tension dans Bleach. Déjà que l'arc Arrancar fait débat dans la communauté puisqu'à la fin de celui-ci, aucune perte militaire est constatée du point de vue des alliés, alors qu'on nous a vendu les Bastolords comme étant le saint graal de Bleach. Et dans tous les cas, s'il y a des pertes alliées, le Senju magique du manga du nom de Orihime sera là pour soigner tout le monde. La scène avec Noitora est fabuleuse. Ichigo finit son combat avec Grimmjow et bam, aucun répit, le gars il apparaît de nulle part avec Tesla pour foutre la merde. Si je dois saluer l'entrée en scène totalement imprévue et détestable, remarquable de la part de Gilga, au niveau tension, bon bien sûr avec Zaraki il y en avait un, et vu que Noitora était lui aussi un adversaire redoutable, c'était intéressant. Mais avec Orihime derrière en backstage qui soigne tous les blessés, je n'ai pas de sentiment d'inquiétude puisque d'ici une heure, au final, tout le monde sera soigné, et si Zaraki perd, Ichigo il aura qu'à prendre le relais et elle soignera Zaraki. Sa carrure de soigner tout le monde et de manière illimitée est un peu gênante. Noitora, lui, avait bien compris les capacités dérangeantes de la guérisseuse en envoyant Tesla. Yua aurait pu en faire autant, je pense, pour vraiment mettre à néant les chances de la B-Team, mais ça, c'est un autre sujet. Linéaire, dans le sens où elle est réduite uniquement à soigner tout le monde dans la saga et rien d'autre. En fait, le problème ici, c'est que ce n'est pas aiguicheur pour les fans de baston comme nous. Déjà que la meuf fragile et qui ne fait que soigner ou utiliser des sorts à distance, on est dans la trinité du cliché, ne servir qu'à ça pendant toute l'œuvre, je ne trouve pas ça séduisant pour ma part. On dirait les meufs qui pendant toute leur vie se sont contentées de jouer support sur LoL, il faudrait un peu innover et peut-être jouer mid. Bon, là Jean-Kevin va courir pour me dire « Oui, mais il n'y a pas de sous-métier, il est importante, indispensable, blablabla ». Ici, je ne parle pas d'importance, mais d'impact dans le cœur des fans. Qui a déjà remercié l'infirmière Joël au centre Pokémon pour les soins accordés? Non, personne, on s'en bat les couilles, parce qu'il faut qu'à nous, on nous en mette plein la vue, plein les yeux. Quand tu vas commander et graille ta meilleure pizza à Pizza 5 pour passer ta best soirée du début de week-end, tu remercies qui? Le gars qui a préparé la pâte ou le livreur qui te ramène la commande? Voilà, donc là c'est pareil pour Orihime, qui elle se charge de faire la pâte, donc c'est dur à dire, mais quand tu vois que Rukia, Ichigo, ils ont des power-up de malades, nouvelles transformations, Inoue à côté, bouclier des 5 cieux, allez on va dire, et c'est vraiment très dommageable pour le personnage. Il aurait fallu lui donner d'autres facultés comme j'ai pu inventer tout à l'heure, ou vraiment favoriser ses combats en équipe. Askin aurait pu... Bon, on va pas parler de Askin. Nanao qui a érigé un putain de sort Kido face à Yugram. Mais qui n'a pas kiffé cette scène-là, franchement? Son combat contre Lille,
J'en parle même pas et j'utiliserai même le terme de masterclass pour le qualifier. Rangiku avec Momo ont elle aussi proposé des tricks bien stylés face aux fractions d'Alibel en combat d'équipe. On a eu cette notion stratégique d'Inoue avec Chad versus Tsukishima, mais bon, c'était exclusif à l'anime et pour le nombre rare de fois que Orihime fait des combats en équipe, ça reste très rare pour le personnage. Enfin, pour conclure là-dessus, je dirais personnellement qu'il manque à Orihime vraiment un attribut nécessaire au niveau des power-up, des capacités, pour que j'apprécie le personnage autant que d'autres femmes fortes du manga comme Nell ou Soifon par exemple. Le meilleur exemple restera Unohana. On s'en est battu les bonbons pendant toute la série de cette nana. Et un seul combat, un seul, et elle s'assoit dignement à côté de Yamamoto. Bref, vous pouvez voir comment un seul événement peut changer la donne autant en bien qu'en mal pour un personnage. Tozen par exemple en a fait malheureusement lui aussi les frais. Donc voilà, c'est enfin fini pour cette longue analyse de la princesse Hime du manga Bleach. Beaucoup de choses dont je n'ai pas pu traiter ici, comme les deux scènes épiques, la première où elle fait ses aveux au héros, vide son sac et nous pond là une tirade digne des plus grandes femmes de shonen manga du game, ou encore la claque Ulquiorra qui a fait plaisir à plus d'un lecteur de l'œuvre je pense. Même sa relation avec Ulquiorra qui sera la plus intéressante de tout l'arc Espada sans doute pour ceux qu'ils auront pu s'apporter mutuellement. J'ai énormément comparé le personnage à Rukia puisque ce sont les deux femmes majeures de la saga et exclusives de la Beat-Team. Et même si Kuchiki séduit plus par son attitude calme, plus réfléchie, distinguée et ses pouvoirs, son style de combat, Ichigo aura autant besoin de l'une comme de l'autre, comme l'a souligné Matsumoto, pour avancer et réussir dans ses combats. Derrière chaque grand homme se cache une femme tout aussi rayonnante. Et c'est leur union qui aura permis de repousser les plus grandes menaces du Bleachverse. Ichigo constitue l'épée, Inoue son bouclier, et ça c'est très bien comme ça. Donc voilà, l'aspect analyse est enfin terminé. Vraiment un petit partage plus commentaire pour me donner votre avis sur le personnage d'Orihime après la réception de ce petit court-métrage me ferait extrêmement plaisir. Ulki a fait une théorie intéressante sur l'étymologie du nom d'Orihime et sa fonction, allez voir sa vidéo sur le sujet, comme quoi les larmes du personnage ont un effet galvanisant sur les héros, et le trait de Byakuya Maxi le BG vous permettront d'approfondir un peu plus l'expérience que j'ai apportée ici lors de cette vidéo. Sur ce, merci à absolument tout le monde d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, et on se retrouve pour la partie bonus pour les plus motivés d'entre vous. Nake, Suzumushi.